Mon frère a présenté sa nouvelle petite amie à la maison pour la première fois, et maman l'a intégrée à la photo de famille. On a demandé à ma femme, avec qui je suis marié depuis 10 ans, de prendre la photo. Elle a souri et a appuyé sur le déclencheur. Ce soir-là, elle a pleuré dans la voiture pendant 40 minutes. Je ne suis pas revenu pour Noël. Je m'appelle Théo. J'ai 34 ans et je dois vous parler du Noël qui a brisé quelque chose en moi. Pas de manière spectaculaire, du genre à jeter une chaise par la fenêtre. Plutôt comme la fissure silencieuse que l'on n'entend pas jusqu'à ce que toutes les fondations se mettent à trembler. Le genre de moment où vous vous tenez dans la cuisine de votre mère, une part de sa fameuse tarte aux noix à la main, et où vous réalisez avec une clarté absolue que vous n'avez été qu'un personnage secondaire dans votre propre famille tout au long de votre vie d'adulte. Laissez-moi revenir en arrière. Je suis l'aîné de 3 enfants. Il y a moi, puis ma sœur Chloé, qui a 31 ans, et mon frère Hugo, qui vient d'avoir 26 ans. En grandissant, j'étais le garçon sage et stable. Celui qui tondait la pelouse sans qu'on le lui demande, qui avait des notes correctes, qui n'a jamais donné à mes parents de raison de passer des nuits blanches. Chloé était la reine du drame, toujours plongée dans une crise qui nécessitait une réunion de famille et au moins 2 boîtes de mouchoirs. Et Hugo était le petit dernier, l'enfant roi, celui qui aurait pu mettre le feu au garage et pour qui ma mère aurait quand même trouvé le moyen d'accuser les allumettes. Je ne suis pas amer à ce sujet, ou du moins je ne l'étais pas. Quand vous êtes l'aîné, vous acceptez simplement votre rôle. Vous êtes l'enfant d'essai. Vos parents ont appris avec vous ce qu'il ne fallait pas faire, puis ont appliqué ces leçons à ceux qui sont venus après. C'est très bien. J'ai bien tourné. Mieux que bien, en fait. J'ai épousé ma femme, Camille, il y a 11 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée grillade chez des amis quand j'avais 23 ans et elle 22. Elle a ri à une blague que j'ai faite sur la salade de pommes de terre qui semblait avoir une dent contre quiconque la mangeait. Ça a été le déclic pour moi. Elle est intelligente. Elle est douce. C'est le genre de personne qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde et qui envoie de vraies cartes postales, pas un simple SMS. Des cartes avec des timbres et tout le tralala. Elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je maintiendrai cette affirmation jusqu'à mon dernier souffle. Nous avons construit une belle vie. Je travaille dans la gestion logistique pour une grande société de transport régional, et Camille est institutrice en école primaire. Nous avons acheté une petite maison il y a 4 ans. Rien d'extravagant. 3 chambres dans un quartier pavillonnaire où les gens vous font un signe de la main quand vous passez en voiture. Nous avons un chien nommé Hector qui est convaincu d'être un chien de salon bien qu'il pèse près de 40 kilos. La vie est belle. La vie a été belle. Mais voici le problème avec ma famille. Ma mère, Martine, n'a jamais vraiment été chaleureuse avec Camille. Et je ne veux pas dire qu'elle a été ouvertement hostile. Elle ne l'a jamais insultée ni ne m'a jamais dit de ne pas l'épouser. C'est plus subtil que ça. C'est le genre de froideur que l'on ne peut pointer du doigt à aucun moment précis, mais que l'on ressent dans un millier de petites situations. Quand nous nous sommes fiancés, la première réaction de ma mère a été « Eh bien, j'espère que tu as bien réfléchi. » Pas de félicitations. Pas de « Je suis tellement heureuse pour toi. » Juste une mise en garde tiède. Comme si je venais de lui annoncer que j'envisageais de changer de compagnie d'assurance auto. À notre mariage, elle a passé la majeure partie de la réception à discuter avec ses amis et à mentionner à 2 reprises, à portée de voix des parents de Camille, qu'elle m'avait toujours imaginé avec quelqu'un d'un peu plus extraverti. Camille est extravertie. Elle n'est juste pas bruyante. Il y a une différence, mais ma mère n'a jamais été très douée pour faire la distinction. Au fil des ans, c'est devenu un schéma répétitif. Camille apportait un plat au repas de famille, et ma mère disait « Oh, c'est original ». Et puis elle n'y touchait jamais. Elle demandait au mari de Chloé, Julien, des nouvelles de son travail, de ses passions, de son équipe de foot en salle, puis se tournait vers Camille et disait « Et l'école, ça va ?» Comme si elle cochait une case. Camille l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Elle n'est pas aveugle, mais elle n'en a jamais fait un drame. Elle se contentait de sourire et de changer de sujet, et plus tard dans la voiture, elle devenait silencieuse. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je le sais. Je me le suis repassé 100 fois dans la tête. Et à chaque fois j'arrive à la même conclusion, j'aurais dû ouvrir la bouche il y a des années. Mais quand vous grandissez dans une famille où maintenir la paix constitue toute votre identité,
il est difficile d'être celui qui la perturbe. Alors, je me disais que ce n'était pas si grave. Je me disais que Camille était un peu sensible. Je me disais que ma mère finirait par s'y faire. Elle ne l'a jamais fait. Maintenant, laissez-moi vous parler de Hugo. Hugo a 26 ans et possède le genre de confiance qui ne s'acquiert qu'en ne s'entendant jamais dire non. Il est charmant. Je lui accorde ça. Il a ce sourire facile et cette façon de faire sentir à tous ceux qui sont dans la pièce qu'il partage une blague d'initié. Il a également enchaîné environ 9 emplois différents en 4 ans et vit toujours dans un appartement que mes parents aident à payer, mais nous n'en parlons pas lors des rassemblements familiaux. L'automne dernier, Hugo a commencé à fréquenter une fille nommée Manon. J'avais entendu parler d'elle en passant. Ma mère l'a mentionnée au téléphone à quelques reprises avec une excitation non dissimulée. Comme si Hugo avait découvert la pénicilline au lieu d'une petite amie. Elle est tout simplement merveilleuse, Théo. Elle est tellement pétillante. Elle a le plus beau des sourires. Elle travaille dans le marketing. Ai-je mentionné qu'elle est pétillante? Je n'avais pas encore rencontré Manon. Personne ne l'avait fait, sauf mes parents. Hugo l'a amenée dîner quelques fois et apparemment, elle a fait sensation. Ma mère prévoyait de la présenter au reste de la famille à Noël. Alors, nous y voilà. Le réveillon de Noël de l'année dernière. Camille et moi conduisons pendant 3 heures depuis Lyon jusqu'à la maison de mes parents en Bourgogne, une petite ville où tout le monde connaît tout le monde et où ma mère agit comme si elle était le maire non officiel. Nous nous garons devant la maison et Camille a une cocotte avec son parmentier de canard maison sur le siège arrière, qu'elle a passé 2 heures à préparer ce matin-là. Elle a également apporté une bouteille de vin pour ma mère et un petit sac cadeau pour mon père avec du café de luxe qu'elle a trouvé chez un petit torréfacteur artisanal. C'est ça, Camille. Elle fait preuve d'attention et d'effort à chaque fois, et à chaque fois, cela passe inaperçu. Nous entrons et la maison est bondée. Chloé et Julien sont là avec leurs 2 enfants. Mon père Didier est dans le salon en train de regarder un vieux western, faisant semblant de ne pas entendre le chaos autour de lui. Et il y a Hugo debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, son bras autour d'une grande brune qui rit de quelque chose que ma mère vient de dire. C'est Manon. Ma mère nous voit et me serre dans ses bras. Un vrai câlin, pour le coup. Puis elle se tourne vers Camille et dit « Oh, Camille, je suis contente que tu aies pu venir. Peux-tu mettre ça dans la cuisine ? Nous manquons de place sur le plan de travail. » Pas de câlin, pas de joyeux Noël. Juste une corvée. Camille a souri. Elle sourit toujours. Elle a emporté la cocotte dans la cuisine et a commencé à faire de la place sur le comptoir pendant que ma mère attrapait Manon par le coude et disait « Viens par ici, ma chérie. Je veux que tu rencontres Théo. » Et honnêtement, Manon semblait parfaitement gentille. Elle m'a serré la main, m'a dit qu'elle avait tellement entendu parler de moi, et a complimenté la maison. Elle était polie et amicale, et je n'avais absolument aucun problème avec elle. Ce qui me posait problème, c'était la façon dont ma mère la traitait, comme si elle était le messie, pendant que ma femme était dans la cuisine en train de réorganiser les plats à gratin comme une employée de maison. Mais je n'ai rien dit parce que c'était Noël, parce que je ne voulais pas faire de vagues, parce que c'était une habitude ancrée en moi, difficile à briser. C'était ma première erreur. Ce ne serait pas la dernière. Le dîner du réveillon de Noël était bruyant, chaleureux et exactement tel que vous l'imaginez quand vous pensez à une grande réunion de famille dans une petite ville de province. Ma mère avait sorti le grand jeu. Dinde au marron, jambon à l'os, 3 sortes de pommes de terre, petit pain fait maison, la totale. La table était dressée avec sa belle porcelaine et ses serviettes en tissu qu'elle ne sort que 2 fois par an. Le parmentier de canard de Camille a été placé tout au bout du comptoir, derrière une corbeille de petits pains où personne ne pouvait le voir à moins de le chercher activement. Je l'ai remarqué. Camille l'a remarqué. Aucun de nous n'a rien dit. Pendant le dîner, ma mère a fait asseoir Manon juste à côté d'elle. Elle n'arrêtait pas de toucher le bras de Manon, de remplir son verre, de lui poser des questions sur son travail, sa famille, ses émissions préférées. Elle l'a appelée ma chérie 2 fois et mon cœur 1 fois, ce qui pourrait ne pas sembler très grave, sauf qu'en 11 ans, je n'ai jamais entendu ma mère utiliser un terme affectueux envers Camille. Pas une seule fois. Camille était assise de l'autre côté de la table, entre moi et le fils de 5 ans de Chloé, qui a passé la majeure partie du repas à lui demander de couper sa nourriture et d'essuyer son visage. Camille l'a fait avec joie parce que c'est dans sa nature. Elle ne s'attendait pas à de la reconnaissance,
mais je pouvais le voir sur son visage. Cette acceptation silencieuse qui s'était installée au fil des ans, le genre qui ressemble à du contentement de l'extérieur, mais qui n'est en fait que quelqu'un qui a cessé d'espérer mieux. Après le dîner, Chloé a suggéré que nous fassions la photo de famille. C'est une tradition. Chaque réveillon de Noël, nous nous réunissons devant la cheminée, et ma mère dispose tout le monde comme si elle réalisait un film d'époque. Elle prend cela très au sérieux. Il y a généralement 20 bonnes minutes de « décale-toi, tiens-toi plus droit » et Didier, pour l'amour de Dieu, souris comme si tu le pensais vraiment. Tout le monde a commencé à migrer vers le salon. Camille est allée chercher son gilet dans la chambre d'amis parce qu'elle avait renversé un peu de sauce sur son pull, ce qui la gênait, même si personne d'autre ne s'en souciait. Je lui ai dit que je lui garderais une place. Ma mère a commencé à disposer les gens. Elle a mis mon père au centre parce qu'il est le plus grand. Chloé et Julien d'un côté avec les enfants devant. Moi de l'autre côté, et puis elle s'est penchée, a pris Manon par la main et l'a tirée juste à côté de Hugo. « Juste ici, ma chérie, dit-elle. Tu fais partie de la famille maintenant. » Manon avait l'air un peu surprise, mais elle a souri et a suivi le mouvement. Hugo a mis son bras autour d'elle. Tout le monde s'est mis en place. Camille est revenue de la chambre d'amis, le gilet sur le dos, et a marché vers le groupe avec ce sourire facile qu'elle a toujours, prête à se glisser à côté de moi. Et ma mère a levé les yeux et a dit « Oh, Camille, ça t'ennuierait de prendre la photo ? Tu as toujours le chic pour trouver les bons angles. Je veux que tu t'en occupes une seconde. » Ma femme depuis 11 ans. La femme qui s'est présentée à chaque réunion de famille, chaque jour férié, chaque anniversaire, qui a supporté une décennie de reconnaissance tiède et de rejet poli. Qui a conduit 3 heures ce matin-là avec une cocotte sur le siège arrière et un sac cadeau pour une femme qui ne lui a jamais offert de cadeau d'anniversaire. Ma mère lui a dit de tenir l'appareil photo, et Manon, la petite amie de Hugo depuis 4 mois, se tenait sur la photo de famille comme si elle était là depuis sa naissance. Camille n'a pas bronché. Elle n'a pas hésité. Elle a dit, bien sûr, avec plaisir. Et elle a pris le téléphone de ma mère et elle a pris la photo. Elle en a pris 3, en fait. Parce que sur la première, Chloé clignait des yeux et sur la deuxième, mon père regardait le chien. Elle a souri tout le temps. Elle a même dit, celle-là est super. Quand elle a rendu le téléphone, je suis resté là. Je suis resté là sur cette photo à côté d'une femme à qui on venait de dire qu'elle n'était pas de la famille. Et je n'ai rien fait. J'ai souri pour l'appareil photo. J'ai mis mon bras autour de la petite amie de mon frère, à qui on avait donné la place de ma femme, et j'ai souri comme si tout allait bien. Ça n'allait pas. Rien dans ce moment n'allait bien, mais je n'ai réalisé tout le poids de ce qui venait de se passer que plus tard dans la nuit. Le reste de la soirée a avancé à ce rythme typique des fêtes. Dessert, café, Hugo racontant une longue histoire sur un voyage en voiture qui a fait rire tout le monde. Manon a complimenté la tarte aux noix de ma mère à 4 reprises, ce qui lui a valu environ 1000 bons points dans le système de notation de Martine. Camille s'est assise sur le canapé avec la tête d'Hector sur ses genoux, et a discuté doucement avec Julien d'un livre qu'ils avaient tous les deux lu. Elle semblait bien. Elle semblait complètement, totalement bien. Nous sommes partis vers 22 heures, avons fait nos adieux, serré tout le monde dans nos bras, dit à Manon que c'était sympa de la rencontrer. Ma mère nous a accompagnés à la porte et a dit, conduisez prudemment, vous deux. Théo, appelle-moi quand tu rentres. Elle n'a rien dit à Camille. Pas de bonne nuit. Pas de joyeux Noël. Pas de merci pour le parmentier qui était toujours sur le comptoir, intact et froid. Nous sommes montés dans la voiture. J'ai démarré le moteur, j'ai reculé de l'allée, et je me suis engagé sur la route départementale sombre qui s'éloigne du quartier de mes parents. Il faisait froid, le genre de froid de décembre qui embue le pare-brise avant que le chauffage ne se mette en route. Nous avons roulé en silence pendant environ 10 minutes. Je me disais que Camille était fatiguée. Elle était debout depuis 6 heures du matin et ce n'est pas un oiseau de nuit. J'ai tendu le bras pour allumer la radio et c'est là que je l'ai entendue. Elle pleurait. Pas fort, pas de manière dramatique, juste ce flux silencieux et régulier de larmes coulant sur son visage pendant qu'elle fixait la route droit devant. Ses mains étaient croisées sur ses genoux et sa mâchoire était serrée et elle pleurait juste comme si elle s'était retenue pendant des heures, ce qui était le cas. Je me suis arrêté sur le bas-côté. Nous étions sur une petite route de campagne. Rien autour sauf des arbres et la faible lueur d'une ferme au loin.
J'ai mis la voiture au point mort, je me suis tourné vers elle et j'ai dit, Cam, parle-moi. Elle n'a pas parlé pendant un moment. Elle est juste restée assise là. Et puis elle a dit très doucement, je ne serai jamais assez bien pour elle, n'est-ce pas? Je n'avais pas de réponse parce que la réponse honnête était non. La réponse honnête était que ma mère s'était fait une opinion sur Camille il y a longtemps et que rien, aucune quantité de parmentier de canard, de grains de café ou de bons angles sur les photos de famille n'allait changer cela. Camille s'est essuyé le visage, a pris une inspiration et a dit, je suis avec toi depuis 11 ans. J'ai été là à chaque Toussaint, chaque Pâques. Chaque fête d'anniversaire. Je lui ai envoyé des fleurs pour la fête des mères. Je l'ai aidé à nettoyer après chaque rassemblement. Je ne me suis jamais plainte une seule fois. Et ce soir? Elle a tiré une fille qu'elle connaît depuis 4 mois dans la photo de famille et m'a demandé de tenir l'appareil. Elle ne criait pas. Elle n'était même pas en colère. C'était le pire. Elle était juste blessée, profondément, fondamentalement blessée d'une manière qu'aucune quantité de réconfort n'allait réparer. Je suis resté assis là avec elle dans cette voiture pendant 40 minutes. Elle a pleuré. J'ai tenu sa main. Je lui ai dit que j'étais désolé, ce qui me semblait pathétiquement inadéquat. Je lui ai dit que ma mère avait tort, ce qui était vrai mais inutile. Je lui ai dit qu'elle était ma famille, ma vraie famille, et qu'aucune photo ne pourrait changer cela. Mais même en le disant, je savais que quelque chose avait changé. Pas entre nous, mais entre moi et la version de moi-même qui avait passé 34 ans à maintenir la paix. Cette version de moi qui s'était assise dans le salon de ma mère et avait souri pour une photo pendant que sa femme était traitée comme la domestique. Cette version de moi en avait fini. Nous sommes rentrés chez nous dans l'obscurité. Camille s'est endormie quelque part à mi-chemin, sa tête appuyée contre la vitre, son visage encore humide. J'ai conduit le reste du trajet en silence, serrant le volant, rejouant chaque instant de cette soirée dans ma tête avec une clarté qui donnait l'impression de fixer un projecteur. Au moment où je me suis garé dans notre allée, j'avais pris une décision. Nous n'allions pas y retourner pour Noël. Pas cette année. Pas jusqu'à ce que quelque chose change. Et je ne parlais pas de Camille. Je parlais de moi. Les retombées de ce Noël ont commencé environ 72 heures plus tard, ce qui est à peu près le temps qu'il faut à ma famille pour réaliser que quelqu'un n'a pas appelé pour dire merci pour les restes. Ma mère m'a appelé le 27 décembre. J'étais assis dans mon bureau à la maison en train de trier des emails professionnels, et j'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. Elle a commencé par son habituel, je prenais juste des nouvelles, je voulais m'assurer que vous étiez bien rentrés, ce qu'elle avait déjà confirmé par texto 2 jours plus tôt, donc je savais que c'était le préambule. Je lui ai dit que nous étions bien rentrés. Elle a demandé des nouvelles d'Hector. Elle a posé des questions sur la météo. Et puis elle a dit, alors, qu'as-tu pensé de Manon? N'est-elle pas tout simplement adorable? Et quelque chose s'est brisé en moi. J'ai dit, maman, je dois te parler de quelque chose. Et puis je lui ai dit. Je lui ai dit ce qu'elle avait fait avec la photo. Je lui ai dit ce que Camille avait ressenti. Je lui ai dit que demander à ma femme depuis 11 ans de tenir l'appareil photo pendant qu'elle tirait la nouvelle petite amie d'Hugo dans la photo de famille était blessant et irrespectueux, et que ce n'était pas un incident isolé. C'était le dernier d'un long schéma. Il y a eu une pause et puis ma mère a dit, Théo, je pense que tu réagis de manière excessive. Quelqu'un devait bien prendre la photo. J'ai dit, nous avons un trépied. Papa a un retardateur sur son téléphone. L'aîné de Chloé a 9 ans et sait comment appuyer sur un bouton. Tu n'avais pas besoin que ma femme prenne la photo. Tu voulais qu'elle n'y soit pas. Elle s'est tue à nouveau. Puis elle a dit, je n'apprécie pas d'être accusée d'une chose pareille. J'ai toujours été accueillante envers Camille. J'ai eu envie de rire. Vraiment. Mais à la place, j'ai juste dit, maman. Tu ne lui as jamais donné un seul surnom. Tu ne l'as jamais prise dans tes bras pour lui dire bonjour. Tu as mis son parmentier derrière une corbeille à pain. Tu as appelé Manon ma chérie 3 fois en une soirée. Camille fait partie de cette famille depuis plus d'une décennie. Et tu la traites comme une invitée qui s'est incrustée. Elle m'a dit que je faisais un drame. Elle m'a dit que Camille était trop sensible. Elle m'a dit que je laissais ma femme creuser un fossé entre moi et ma famille. Cette dernière remarque a fait son effet parce qu'elle m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont ma mère voyait la situation. Dans son esprit, Camille n'était pas de la famille.
Camille était une étrangère qui influençait son fils. Je lui ai dit que nous ne viendrions pas pour Noël l'année suivante. Elle a ri, elle a vraiment ri, et a dit « Oh, Théo, ne sois pas ridicule. Tu seras là. » J'ai raccroché. Les semaines qui ont suivi ont été dures. Mon père a appelé une fois, non pas pour prendre parti, juste pour dire qu'il espérait que les choses se calmeraient. Didier est un homme bon, mais il a passé 40 ans à éviter les conflits avec ma mère de la même manière que j'en ai passé 34 à le faire. Donc, s'attendre à ce qu'il intervienne, c'était comme s'attendre à ce qu'Hector fasse ma déclaration d'impôt. Théoriquement possible, pratiquement impossible. Chloé m'a envoyé des textos à quelques reprises. Ces messages étaient prudents. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais contrarié, mais elle pensait aussi que j'en faisais peut-être toute une histoire alors que ce n'était pas nécessaire. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux, non pas parce que j'étais en colère contre Chloé, mais parce que j'étais fatigué qu'on me dise que ma réaction face au mauvais traitement était le problème, et non le mauvais traitement lui-même. Hugo n'a pas donné signe de vie du tout. Pas un texto, pas un appel. Je ne pense même pas qu'il savait ce qui s'était passé, et s'il le savait, il ne s'en souciait pas assez pour demander. Ça a piqué plus que je ne l'aurais cru. Pendant ce temps, Camille traversait sa propre version de la situation. Elle n'en parlait pas beaucoup. Elle est retournée au travail en janvier et s'est jetée à corps perdu dans sa classe, restant tard pour préparer les leçons, se portant volontaire pour le spectacle de fin d'année de l'école. Elle faisait ce qu'elle fait toujours quand quelque chose la blesse. Elle se consacrait aux autres. Ses élèves l'adoraient. Leurs parents lui envoyaient des mots de remerciement et des cartes cadeaux, et un enfant lui a fait une carte qui disait « La meilleure maîtresse du monde », avec un dessin de ce que je pense être censé être un chat, mais qui aurait pu être un cheval. Elle l'a collée sur le frigo et je l'ai surprise en train de la regarder un matin avec une expression qui m'a juste anéanti. Comme si cette carte d'un enfant de 9 ans était la validation qu'elle avait attendue 11 ans de la part de ma mère. J'ai commencé à regarder notre vie différemment après ça. J'ai commencé à remarquer combien d'énergie Camille dépensait à essayer d'obtenir l'approbation de personnes qui n'allaient jamais la lui donner. Et j'ai commencé à remarquer combien d'énergie j'avais dépensé à entretenir ce cycle en ne parlant pas. J'ai donc fait des changements. Pas de grands changements dramatiques dignes d'un film. Des changements silencieux. J'ai commencé à dire non aux choses qui ne nous servaient pas. Quand ma mère a appelé en février pour me demander si nous venions au dîner d'anniversaire de Chloé, j'ai dit non. Quand elle a appelé en mars pour me parler de la nouvelle promotion d'Hugo, qui s'est avérée être une mutation latérale mais qui était traitée comme un prix Nobel, j'ai limité l'appel à 5 minutes. J'ai arrêté de donner volontairement des informations sur nos vies. J'ai arrêté de lui demander son avis sur nos décisions. C'était bizarre au début, comme si je me promenais sans manteau en janvier, mais plus je le faisais, plus je réalisais à quel point ma relation avec ma mère était construite sur l'obligation, et non sur la connexion. J'appelais parce que j'étais censé le faire. Je rendais visite parce que c'était attendu. Je gardais le silence parce que l'alternative était inconfortable. J'avais fini d'être mal à l'aise en silence pour que tous les autres puissent être à l'aise à voix haute. Camille et moi avons commencé à construire quelque chose de nouveau. Nous nous sommes appuyés sur nos propres traditions. Nous invitions des amis à dîner un vendredi sur 2. Nous avons rejoint un club de randonnée par le biais de la mairie, ce qui semble ringard jusqu'à ce que vous vous teniez au sommet d'une crête au lever du soleil avec votre femme et un thermos de café, et que vous réalisiez que c'est à cela que ressemble vraiment la paix. J'ai eu une promotion au travail en avril. Mon patron, un type nommé Pascal qui était dans la logistique depuis 30 ans et avait une poignée de main capable d'écraser une noix, m'a dit qu'il me transférait à un poste de directeur régional. Plus de responsabilités, un meilleur salaire, et j'allais diriger une équipe de 12 personnes. Je l'ai dit à Camille pendant le dîner dans notre restaurant italien préféré, et elle m'a attrapé la main à travers la table et a dit « Je suis tellement fier de toi ». Et j'ai failli craquer juste là, entre les graissins et la sauce tomate. Cet été-là, nous sommes allés sur l'île de Ré pendant une semaine, juste nous et Hector. Nous avons loué une petite maison de pêcheur avec une terrasse qui faisait face à l'océan, et nous n'avons absolument rien fait de productif pendant 7 jours consécutifs. Nous avons lu des livres. Nous avons cuisiné des repas ensemble. Nous avons fait de longues promenades sur la plage pendant qu'Hector chassait les mouettes avec l'enthousiasme de quelqu'un qui croyait sincèrement qu'il pouvait en attraper une. Un soir, assis sur cette terrasse avec le bruit des vagues en fond, Camille m'a regardé et a dit « C'est la fois où je suis la plus heureuse depuis longtemps.
J'ai dit, moi aussi. Elle a dit, je n'avais pas réalisé à quel point c'était lourd avant qu'on ne le dépose. Elle parlait de ma famille, du poids d'essayer d'appartenir à un endroit qui ne voulait pas d'elle, des années passées à sourire face aux affronts, à ravaler la douleur et à se présenter avec des cocottes pleines d'efforts que personne ne goûtait. Je lui ai dit qu'elle n'aurait plus jamais apporté ça. Et je le pensais. Au moment où l'automne est arrivé, j'étais une personne différente. Pas méconnaissable, juste plus posée, plus sûre. Je savais qui j'étais. Je savais ce que je valorisais, et je savais que quand décembre arriverait, je n'allais pas céder. Ma mère avait appelé quelques fois pendant l'été, et les conversations étaient courtes et superficielles. Elle n'a jamais parlé de la photo. Elle ne s'est jamais excusée. Elle a demandé une fois en septembre si nous avions dépassé ce petit désaccord, et je lui ai dit qu'il n'y avait rien à dépasser parce que rien n'avait changé. Elle n'a pas aimé cette réponse, j'avais fini de donner les réponses que les gens aimaient. J'étais enfin prêt à donner des réponses qui étaient vraies. Octobre est arrivé et avec lui, la lente et inévitable attraction gravitationnelle de la planification des fêtes. Si vous avez déjà fait partie d'une famille qui traite Noël comme une opération militaire, vous savez de quoi je parle. Les messages de groupe commencent. Les discussions sur le menu débutent. Quelqu'un demande qui apporte le foie gras et soudain il y a 14 messages pour savoir s'il doit être fait maison ou acheté. Et vous vous souvenez pourquoi vous avez mis la discussion en sourdine en février. Ma mère a commencé tôt cette année-là. Elle a envoyé un message de groupe à moi, Chloé et Hugo le 15 octobre. Je me souviens de la date parce que c'était un mardi et j'étais assis à une réunion de directeurs régionaux quand mon téléphone a vibré 6 fois de suite. Le message était un paragraphe complet sur la façon dont elle voulait que ce Noël soit très spécial parce que Manon se joindrait de nouveau à eux, et qu'elle pensait faire un dîner formel le réveillon de Noël avec un plan de table et une séance photo aux professionnels au préalable. Je n'ai pas répondu. Camille a vu le message ce soir-là et m'a lancé un regard. Pas en colère, pas triste, juste un regard qui disait, alors, ça y est. Je lui ai dit, nous n'y allons pas. Je lui ai déjà dit ça. Elle a hoché la tête et est retournée corriger des copies. Elle n'a pas insisté. Elle n'insiste jamais, mais je pouvais voir qu'elle se préparait aux retombées parce que dans notre famille, dire non à Martine, c'était comme dire à l'océan d'arrêter d'être mouillé. Ça ne passait pas. Le premier appel est arrivé le lendemain. Ma mère, légère et joyeuse, agissant comme si le message de groupe n'était qu'une suggestion amusante et non une convocation. Théo, je pense que nous ferons la séance photo vers 16h avant le dîner. Portez quelque chose de sympa. Le bleu marine te va bien. J'ai dit, maman, je te l'ai dit en décembre. Nous ne viendrons pas cette année. Silence. Puis, Théo, c'était il y a presque un an. Tu ne peux pas être encore contrarié à cause d'une photographie. J'ai dit, il ne s'agit pas d'une photographie, maman. Il s'agit de 11 ans pendant lesquels ma femme a été traitée comme si elle n'avait pas sa place dans cette famille. Elle a soupiré. Le profond soupir théâtral qu'elle fait quand elle veut que vous sachiez que vous êtes déraisonnable. Je pense que Camille a besoin de s'endurcir un peu. Je n'ai jamais été rien d'autre que gentil avec elle. J'ai failli m'engager dans la dispute. Failli. Mais j'avais appris quelque chose au cours des 10 derniers mois. On ne peut pas dissuader par la logique quelqu'un d'une position qu'il n'a pas adoptée par la logique. Ma mère n'a pas exclu Camille à cause d'une décision logique dont on pouvait la dissuader. Elle l'a fait parce qu'à un certain niveau qu'elle n'admettrait jamais, elle ne pensait pas que Camille était assez bien pour son fils. Et aucune quantité de raisonnement n'allait changer cela. Seules les conséquences le feraient. Alors j'ai dit, nous ne serons pas là. J'espère que tu passeras un bon Noël. Et j'ai raccroché. C'est alors que la campagne a commencé. Au cours des 6 semaines suivantes, ma mère a déployé toutes les armes de son arsenal. Elle a appelé mon père et lui a demandé de m'appeler. Didier, que Dieu le bénisse, m'a laissé un message vocal qui ressemblait à un enregistrement d'otage. Salut fiston, ta mère aimerait vraiment que tu viennes pour Noël. Moi aussi. D'accord, je t'aime. Mais je l'ai rappelé et je lui ai dit que je l'aimais, mais que la réponse était non. Et il a dit, je comprends, ce que je crois vraiment parce que Didier a passé 4 décennies à comprendre exactement ce que c'est que d'être écrasé par Martine et à choisir ses batailles. Elle a appelé Chloé et lui a fait m'envoyer un texto. Chloé a été plus directe. Théo, viens, c'est tout. Tu rends ça plus difficile que ça ne devrait l'être.
Maman est contrariée. J'ai répondu, maman est contrariée parce qu'elle fait face à une conséquence pour la première fois. Ce n'est pas à moi de régler ce problème. Chloé a lu mon message mais n'a pas répondu. 3 jours plus tard, elle m'a simplement envoyé un emoji pouce en l'air que j'ai interprété comme un accord réticent. Elle a même demandé à Hugo de m'appeler, ce qui était presque drôle parce qu'Hugo n'appelle jamais personne volontairement. Il avait l'air confus, comme si on lui avait tendu un scénario mais qu'il ne l'avait pas répété. Il a dit, mec, maman est bizarre à propos de Noël. Tu peux juste venir pour qu'elle arrête de m'appeler à ce sujet? Je lui ai dit que je lui expliquerais la situation s'il voulait l'entendre. Il a dit, pas vraiment. Je veux juste qu'elle arrête de faire exploser mon téléphone. Du Hugo tout craché. Puis fin novembre, quelque chose s'est produit qui a changé toute la dynamique. Hugo et Manon ont rompu. J'en ai entendu parler par Chloé, qui l'a appris de ma mère, qui était apparemment dévastée. Selon les rumeurs de la famille, Manon avait mis fin aux choses après avoir découvert qu'Hugo parlait à son ex dans son dos. Les détails étaient flous, mais le résultat était clair. La petite amie en or était partie et ma mère venait de perdre la nouvelle addition brillante qu'elle avait tant hâte de mettre en valeur. Je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti une petite étincelle quand j'ai appris la nouvelle. Pas exactement de la satisfaction, plutôt une forme de validation. Ma mère avait investi toute cette énergie émotionnelle dans une relation vieille de 4 mois tout en négligeant une qui durait depuis plus d'une décennie. Et maintenant, la relation de 4 mois n'était plus, et celle d'une décennie ne tenait qu'à un fil qu'elle avait elle-même effiloché. Camille n'a pas jubilé. Elle a à peine réagi. Elle a juste dit, c'est dommage. Manon avait l'air gentille, parce que Camille est une meilleure personne que ce que la plupart d'entre nous méritent. Décembre est arrivé et ma mère a fait une dernière tentative. Elle m'a appelé un dimanche soir et son ton était différent, plus doux, presque hésitant. Elle a dit, Théo, j'ai réfléchi. Je sais que le Noël de l'an dernier n'était pas parfait. J'adorerais vraiment que toi et Camille veniez cette année. Ce ne sera pas pareil sans vous. C'était la chose la plus proche d'une reconnaissance que j'avais obtenue d'elle en un an, mais ce n'était pas des excuses. Elle n'a pas dit qu'elle avait tort. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée d'avoir blessé Camille. Elle a dit que le Noël dernier n'était pas parfait, comme si le problème était une dinde sèche ou une pâte à tarte brûlée, et non l'exclusion délibérée de ma femme d'une photo de famille. J'ai dit, maman, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne reviendrai pas tant que tu ne te seras pas excusée auprès de Camille. Pas auprès de moi, directement auprès d'elle pour la photo et pour la façon dont tu l'as traitée au cours des 11 dernières années. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal, Théo. J'ai dit, je sais que tu ne le penses pas, et c'est bien ça le problème. Cet appel s'est terminé sans rien résoudre. J'ai passé la semaine suivante à me demander si j'avais fait le bon choix. C'est une chose de maintenir une limite en théorie. C'en est une autre de la maintenir quand Noël est dans 2 semaines et que la voix de votre mère résonne sans cesse dans votre tête, douce, blessée et juste assez manipulatrice pour vous faire douter de vous-même. Mais ensuite Camille est rentrée de l'école un après-midi de la mi-décembre avec ce regard sur le visage, ce regard paisible, ferme et calme. Elle a posé son sac et s'est approchée de l'endroit où j'étais assis sur le canapé. Et elle a mis sa main sur mon épaule et a dit, quoi qu'il arrive avec ta famille, je veux que tu saches que ce que tu as fait cette année compte plus pour moi que tu ne le comprendras jamais. Personne n'a jamais pris ma défense comme ça. J'ai pris sa main et je l'ai tenue, et j'ai su de toutes les fibres de mon être que j'étais exactement là où j'étais censé être, faisant exactement ce que j'étais censé faire. Ma mère voulait un Noël avec toute sa famille. Alors elle devait commencer à traiter toute ma famille comme si elle comptait. Jusqu'à ce que cela arrive, notre allée en décembre allait rester vide de voitures immatriculées en Saône-et-Loire. Noël était dans 12 jours. Je ne savais pas ce qui allait arriver, mais je savais une chose avec certitude. Si ma mère voulait notre retour, elle allait devoir le mériter. Et pour la première fois en 34 ans, le prix n'était pas mon silence. Le matin du réveillon de Noël, Camille et moi étions dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Des pancakes, des œufs brouillés, du bacon pour moi, des saucisses de volaille pour elle. Hector était garé sous la table, attendant que quelqu'un fasse tomber quelque chose. Mon téléphone a sonné à 8h45. C'était mon père. Didier n'appelle pas tôt à moins que quelque chose n'aille pas. Mais sa voix était différente cette fois. Sérieuse, calme.
Théo, a-t-il dit, ta mère veut parler à Camille. J'ai posé ma fourchette. À propos de quoi? Elle veut s'excuser. Je lui ai parlé hier soir. Nous avons eu une longue conversation. Honnêtement, je lui ai dit certaines choses qu'elle ne voulait pas entendre et elle a pleuré, puis elle s'est mise en colère, et puis elle a pleuré encore. Et ce matin, elle est descendue et m'a dit qu'elle voulait appeler Camille. J'ai regardé Camille de l'autre côté de la table. Elle m'observait avec cette expression prudente qu'elle a quand elle sait que quelque chose d'important se passe. J'ai dit, papa, si elle fait ça juste pour nous faire venir à Noël, je ne veux pas faire subir ça à Camille. Didier est resté silencieux un instant. Puis il a dit, je ne pense plus qu'il s'agisse de Noël, fils. Je pense qu'il s'agit du fait qu'elle a vu la photo de l'année dernière sur son téléphone hier et que Camille n'y était pas. Et pour la première fois, elle a réellement compris ce que ça donnait. Je lui ai dit que j'allais parler à Camille et que je le rappellerais. J'ai posé le téléphone et j'ai tout raconté à Camille. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment et puis elle a dit, si elle veut t'appeler, j'écouterai, mais je ne vais pas faire semblant que tout va bien. J'ai rappelé mon père et lui ai dit que Camille prendrait l'appel. 20 minutes plus tard, ma mère a appelé directement sur le téléphone de Camille. Je ne pouvais entendre que la partie de la conversation de Camille. Elle l'a pris dans le salon, assise sur le canapé avec la tête d'Hector sur ses genoux. L'appel a duré presque 40 minutes. Quand Camille est revenue dans la cuisine, ses yeux étaient rouges, mais elle n'était pas triste. Elle avait l'air soulagée. Elle a dit, ta mère s'est excusée, elle s'est vraiment excusée. Elle a dit qu'elle avait été injuste envers moi pendant des années, et qu'elle ne s'en était pas rendue compte jusqu'à ce que tu arrêtes de venir. Et qu'elle a dû s'asseoir avec le silence. Elle a dit que voir Manon sur la photo et pas moi l'a rendue malade quand elle l'a regardée à nouveau. Elle a dit qu'elle sait que le pardon ne suffit pas, mais qu'elle veut commencer à faire des efforts. J'ai demandé à Camille ce qu'elle en pensait. Elle a pris une inspiration et a dit, je pense qu'elle le pensait vraiment. Je ne pense pas que tout soit magiquement réparé, mais je pense qu'elle le pensait. Je lui ai demandé si elle voulait aller en Bourgogne pour Noël. Elle m'a regardé pendant un long moment et puis elle a dit, je veux y aller, mais seulement si tu le veux. J'y ai réfléchi. Y retourner ressemblait à un risque, mais ne pas y retourner ressemblait à garder rancune. J'ai dit, allons-y. Mais nous partons à la seconde où quelque chose semble anormal. Elle a souri. Un vrai sourire. Le premier que je voyais en rapport avec ma famille depuis plus d'1 an. Nous avons conduit jusqu'en Bourgogne cet après-midi-là. Quand nous sommes entrés, ma mère se tenait dans la cuisine. Elle a vu Camille et elle s'est approchée d'elle et a dit, je suis désolée, ma chérie. Je suis tellement désolée de la façon dont je t'ai traitée. Puis elle l'a serrée dans ses bras. Un vrai câlin. Elle a tenu Camille pendant 15 bonnes secondes, et j'ai vu les épaules de ma femme retomber d'une manière qui m'a dit qu'elle portait la détention depuis une décennie. Le dîner a été plus calme cette année-là, moins de monde, pas de Manon. Hugo était là, un peu sur la réserve, mais il a en fait parlé à Camille pour la première fois de mémoire d'homme, l'interrogeant sur sa classe. Ce n'était pas une conversation profonde, mais c'était quelque chose. C'était un début. Quand est venu le moment de la photo de famille, ma mère a installé le trépied. Elle a disposé tout le monde devant la cheminée comme elle le fait toujours. Et puis elle a regardé Camille et a dit, viens ici. Juste à côté de Théo. Camille s'est placée à côté de moi. J'ai mis mon bras autour d'elle. Ma mère s'est tenue de l'autre côté près de mon père et elle s'est penchée et a mis sa main sur l'épaule de Camille. Le retardateur s'est déclenché. La photo a été prise et cette fois, ma femme y figurait. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a pris à part dans le couloir. Théo, a-t-elle dit, j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'avais tort. Pas seulement à propos de la photo, à propos de tout. J'ai été tellement concentré sur l'idée de ce que je voulais pour toi que je n'ai jamais pris la peine de voir ce que tu as réellement. Et ce que tu as. C'est une femme qui t'aime plus que je n'ai jamais vu personne aimer quelqu'un. J'étais trop têtu pour apprécier ça. Et je suis désolé qu'il ait fallu que ton père me passe un savon pour que je le voie. J'ai failli faire une blague. Mais le moment était trop vrai pour ça. Alors j'ai juste dit, merci, maman. Ça signifie beaucoup. Elle m'a tapoté le bras et a dit, le parmentier de canard de ta femme est en fait vraiment bon, au fait.
J'en ai pris 3 parts. J'ai ri à ça. J'ai ri assez fort pour que Camille passe la tête au coin du couloir et demande ce qui était si drôle. Et ma mère a dit, je disais à ton mari que je te dois environ 11 ans de compliments sur ta cuisine, et je commence ce soir. Nous sommes rentrés chez nous le lendemain matin, le jour de Noël. Le soleil brillait. Camille était sur le siège passager, cette fois avec les pieds sur le tableau de bord, ce qu'elle ne fait que lorsqu'elle est complètement détendue. Environ 1 heure après le début du trajet, elle s'est tournée vers moi et a dit « Merci de ne pas avoir cédé ». J'ai dit « Merci d'avoir été patiente pendant que je cherchais comment faire ». Elle a tendu le bras et a tenu ma main sur la console centrale. Hector ronflait sur le siège arrière. La route s'étendait devant nous, dégagée, droite et grande ouverte. C'était le Noël dernier. Les choses ne sont pas parfaites avec ma mère. Elles ne le seront probablement jamais. Elle dit encore parfois les mauvaises choses, mais elle essaie. Elle appelle Camille le jour de son anniversaire maintenant. Elle lui a envoyé des fleurs pour la fin de l'année scolaire. Elle a utilisé le mot « belle-fille » dans une publication Facebook le mois dernier et Camille me l'a montré avec cette expression qui se situait quelque part entre touchée et amusée. Comme si elle n'arrivait pas tout à fait à croire que c'était réel. Je regarde parfois cette photo de Noël. Celle de l'année dernière. La vraie. Celle avec Camille debout à côté de moi, mon bras autour d'elle, la main de ma mère sur son épaule. Tout le monde sourit. Le vrai genre. Le genre qui arrive quand les gens se voient enfin clairement. Et à côté sur la cheminée, je garde encore une chose. Une carte de l'un des élèves de Camille. Celle avec le dessin qui pourrait être un chat ou un cheval. Je l'ai encadrée parce que cette carte représente quelque chose d'important. C'est la preuve que les personnes qui voient vraiment Camille, qui l'apprécient vraiment, ont toujours été là. Il a juste fallu un peu plus de temps à ma famille pour les rejoindre. Nous planifions déjà le Noël de cette année. Camille refait le parmentier de canard. Commentaire, je voulais partager une petite réflexion avec vous après ce récit. Parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même et envers ses relations consiste à poser des limites claires. Protéger sa propre paix et la dignité de ceux que nous aimons est une belle responsabilité. Cela ne demande pas toujours de grands éclats de voix, mais plutôt un courage calme et ferme. On confond souvent le fait de préserver une paix de façade avec le choix d'une paix véritable. La véritable paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence du respect mutuel. La guérison prend du temps, et elle commence souvent au moment où l'on décide de ce que l'on ne veut plus accepter. Être bienveillant envers les autres ne devrait jamais signifier être dur envers soi-même. J'espère que cette histoire vous inspirera à chérir et à défendre votre propre bien-être avec douceur et détermination. Prenez bien soin de vous et des personnes qui vous voient vraiment pour ce que vous êtes. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.